Salut à tous, bienvenue dans Sens Public. Vous connaissez le principe, on est ensemble pendant 90 minutes pour tenter de donner du sens à l'actualité avec nos reportages, nos experts, nos analyses. Voici le sommaire de ce jeudi 16 octobre. Nouvelle journée sous très haute tension au Parlement. Sébastien Lecornu a affronté ce matin non pas une mais deux motions de censure, l'une déposée par le RN, l'autre par la France Insoumise. C'est évidemment le moment de vérité. Est-ce que l'on souhaite l'ordre républicain avec des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'on souhaite le désordre? Est-ce que l'on souhaite le ralentissement du pays? Censurer sur un texte avec lequel on n'est pas d'accord, on peut le comprendre. Censurer sur la base de l'absence d'un texte, c'est tout simplement manquer de bon sens. À quoi tient parfois le poste de Premier ministre? À 18 petites voix, seulement 18 sur 577. Sébastien Lecornu échappe cette fois à la censure. Il reste à Matignon, mais pour encore combien de temps? On en parle avec mes invités dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera à nouveau de la crise, mais cette fois vue depuis l'étranger. Que pensent nos amis allemands, italiens, britanniques, portugais, canadiens de ce qu'il se passe chez nous? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça les inquiète? Vous verrez que certains préfèrent en rire. Rendez-vous dans 45 minutes pour en parler. Puis n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez réagir en flashant le QR code qui apparaît en bas de votre écran. Mais avant ça donc, retour sur ces 18 petites voix qui ont permis à Sébastien Lecornu d'être encore ce soir à Matignon. On voit ça avec Clément Guillonneau. Une censure évitée de justesse pour le gouvernement Lecornu. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289, pour l'adoption 271. La motion de censure déposée par la France Insoumise n'a pas fait chuter le gouvernement, mais seules 18 voix ont manqué. Un résultat dont s'est immédiatement félicitée la présidente de l'Assemblée nationale. Moi, je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est dans cette logique-là de travail, de recherche de compromis, du meilleurs efforts. On a besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté dans notre pays et à l'Assemblée. Comme il l'avait annoncé, une large majorité de députés socialistes n'a pas voté la censure, mais le parti à la rose met en garde Sébastien Lecornu. En ne joignant pas ce matin nos voix à la censure, nous faisons le pari que vous continuerez à le comprendre dans le débat budgétaire qui vient. Sur la suspension des retraites, je vous le dis solennellement ce matin, il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. La pérennité même de votre gouvernement est désormais liée à cet engagement pris à cette tribune devant des millions de Français. De son côté, la France Insoumise, déçue, accuse les députés socialistes d'avoir fait échouer la censure. La direction du Parti socialiste porte une responsabilité historique dans cette non-censure en laissant Emmanuel Macron poursuivre sa politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Soumise au vote dans la foulée, la deuxième motion de censure déposée par le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République n'a, elle, réuni que 144 voix. Parmi les votants, seuls 3 républicains, au regret du Rassemblement national. Monsieur Wauquiez, toute honte bue, a choisi de se dissoudre dans le socialisme et les socialistes ont choisi une fois encore de trahir les travailleurs français. C'est une journée bien triste pour notre pays. Si le Premier ministre a dit se mettre au travail à l'issue des votes, la non-censure du gouvernement s'apparente plutôt à un sursis accordé à Sébastien Lecornu. Les débats autour du budget devraient commencer à l'Assemblée nationale en fin de semaine prochaine. Sébastien Lecornu malmené, Sébastien Lecornu chahuté, parfois même engueulé, mais Sébastien Lecornu pas censuré. Est-ce que ça peut durer encore longtemps comme ça? Pour en parler, j'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir sur le plateau Monsieur Cotresse. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Vous avez notamment signé le vote sans issue qu'on va voir à l'écran. Chronique électorale 2024, c'est à lire aux presses universitaires de Grenoble. Merci d'être avec nous. Bonjour Sandrine Cassini. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde en charge de la gauche. Beau portefeuille, bien chargé en ce moment. On va avoir besoin de vos lumières pour comprendre un peu ce qui se passe actuellement. Bonjour Frédéric Matonti, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas. On vous doit notamment le livre Le genre présidentiel, c'est à lire à la découverte. Là encore, on aura besoin de vous pour analyser la situation politique actuelle. On a toujours besoin de vous. Tam Tralmi, bonjour. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique. Salut à vous, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors, on va parler évidemment de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on tire un premier bilan peut-être de cette journée, alors à haut risque, je ne sais pas pour Sébastien Lecornu, mais vous, Bruno Cotresse, comment vous définissez, plutôt pas définissez, mais quel est le bilan que vous tirez de cette journée? C'est une première victoire pour Sébastien Lecornu à Matignon?
Oui, sans aucun doute, c'est une première victoire, bien sûr. C'était pas gagné. Beaucoup pronostiquaient une majorité assez courte pour rejeter la motion de censure, en tout cas une minorité assez courte pour l'adopter. Donc effectivement, il passe ce premier obstacle. Mais alors par contre, on voit que les zones d'incertitude sont toujours là. Donc c'est un peu le paradoxe de la journée. Il est arrivé à passer ce premier obstacle. Par contre, on a le sentiment qu'entre son discours de politique générale et puis le vote d'aujourd'hui, les zones d'ombre, les zones de doute sur qu'est-ce qui va se passer pendant l'automne, pendant la discussion parlementaire, est-ce que ça va aboutir finalement ou pas à un budget, est-ce qu'il y aura ou pas à l'issue de tout ceci suspension de la réforme Borne des retraites, c'est tout sauf évident. Alors on va en parler effectivement de cette fameuse réforme, mais donc voilà, première étape franchie avec succès, peut-être vous dites avec succès, première étape franchie avec succès pour Sébastien Lecornu. Oui, quand même, parce qu'il aurait très bien pu être censuré. Ce matin, franchement, à l'Assemblée nationale, les Insoumis disaient ça va se jouer à un cheveu. Finalement, c'était pas si... Enfin, 18 voix, c'est pas... plusieurs cheveux, là. C'est quand même une touffe de cheveux, donc c'est pas non plus si serré que ça. Donc d'ailleurs, la colère envers le Parti socialiste, je pense qu'elle est pas feinte, parce qu'ils avaient quand même envie de décrocher une partie des députés, et moins qu'en février, ont finalement cédé à la censure. Ça s'est joué à 18 petites voix près. Qu'est-ce que ça raconte de la fragilité du pouvoir de Sébastien Lecornu aujourd'hui ? Frédéric Matonti. Moi, plus que la fragilité du pouvoir de Sébastien Lecornu, c'est plutôt ce qui se passe entre les partis et à l'intérieur des partis que je trouve intéressant. Quelle est leur solidité, quelle est leur capacité à s'allier, qui va se déplacer vers le RN, est-ce que l'alliance à gauche c'est quelque chose de totalement terminé, est-ce qu'il y a beaucoup de cinéma avant les municipales, c'est plutôt ça qu'on regarde. Et quant aux 18 voix, oui, ça, c'est déjà pas mal, 18 voix. Parce que finalement, les déplacements à l'intérieur des camps... C'est beaucoup de voix, vous dites que c'est pas si faible que ça. L'écart est assez important quand on regarde par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Et finalement, peu de voix sont... Enfin, le Parti socialiste est quasiment uni derrière Faure, à l'exception peut-être des élus d'outre-mer, dont il serait intéressant de reparler d'ailleurs, parce que ça dit quelque chose sur... le rapport de force. Il y avait Sébastien Lecornu a eu cette phrase, je ne sais pas si vous en souvenez, il se définissait comme le Premier ministre le plus faible de toute la Ve République. Est-ce que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui? Ces 18 petites voix, ça passe pas très loin, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On se rappelle que les 18, c'est quand même 2 fois mieux que la fameuse motion de censure contre Elisabeth Borne, qui avait sauvé sa tête pour 9 voix. Donc, sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, déjà. Donc, on voit que là, il a amélioré ce score. Mais c'est vrai que la problématique qui est la faiblesse liée à la situation parlementaire de Sébastien Lecornu, effectivement, cette hypothèse n'est pas levée au-dessus de la tête de Sébastien Lecornu. Il y a toujours cet élément de fragilité très, très important, avec un automne qui quand même s'annonce tendu au Parlement. On a vu aujourd'hui qu'il y avait quand même beaucoup de manifestations, d'opposition face à sa déclaration de politique générale et face au débat qui s'annonce. Donc oui, il reste quand même dans une position qui est quand même très fragile. On peut parler... oui, tu as voulu ajouter quelque chose là-dessus ? C'est-à-dire que aussi, ce qui a permis de le sauver, à savoir la suspension de la réforme des retraites, c'est ce qui le fragilise le plus par rapport à son propre camp. Parce que lorsque on interroge les membres du socle commun, hier je discutais vraiment avec François Patriat, le premier macroniste avec Sébastien Lecornu, sans doute. Il y avait quand même un moment où il avait l'impression que pour pouvoir sauver Emmanuel Macron, il fallait quand même absolument avoir tué l'héritage, peut-être ce qu'il en restait. Voilà, la suspension de la réforme des retraites, c'est quand même une mesure parfaitement emblématique du macronisme. Donc Sébastien Lecornu, pour pouvoir tenir, a quand même effacé une partie de l'héritage d'Emmanuel Macron. Oui, et probablement la suspension de la réforme des retraites, encore faut-il qu'elle soit adoptée, et pour la faire adopter, encore faut-il que le PLFSS soit voté. Or, alors on va largement parler de tout ça. Or, il faudra peut-être faire, juste en un mot, faire pour Sébastien Lecornu beaucoup plus de concessions que déjà cette simple entre guillemets, suspension qui hérisse et qui représente quand même un sacrifice important pour les macronistes. Est-ce qu'on peut voir aussi le verre à moitié plein et dire qu'il y a quand même un bloc gouvernemental aujourd'hui
alors il est faible, derrière Sébastien Lecornu, Frédéric Matonti. Le péché originel reste, c'est-à-dire la dissolution de 2024 et le fait que derrière Emmanuel Macron continue à former, à désigner des premiers ministres qui ont des majorités qui par définition n'en sont pas, ça donne une fragilité de toute manière. Donc on part d'une dissolution qui n'a aucune raison d'être, franchement aucune. Il avait une majorité qui était assez faible, mais il a encore accentué sa faiblesse. Donc de toute manière, on est dans une situation qui va continuer à être une situation très instable. Quant à dire que le bloc central est solide... Alors maintenant, il faut parler de plateforme de stabilité, je crois, c'est ce que dit l'Élysée, plateforme de stabilité. Oui, je ne sais pas trop ce que ça signifie, plateforme de stabilité. Voilà, je donne les éléments de langage de l'Élysée. On voit bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, on voit aussi que ce qu'a fait Lecornu en composant son gouvernement, c'est-à-dire en écartant à la deuxième tentative Retailleau et Bellamy, qui manifestement étaient, si j'en crois Le Monde, vraiment un enjeu très important. C'est aussi peut-être, alors ce qui peut rassurer sur le pôle, enfin le fait que c'est un petit recentrement, mais ça dit aussi que le bloc central, il est assez fragile en fait. Je parlais on évoquait une éventuelle victoire de Sébastien Lecornu. Est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire que c'est un échec pour les oppositions, pour le RN, notamment pour la France Insoumise, Sandrine Cassine? Écoutez, pour l'instant, non, la messe n'est pas dite, puisque la suspension de la réforme des retraites n'a pas été formellement Non, mais ils souhaitaient faire tomber Sébastien Lecornu. Ils ont perdu cette première manche, ça c'est clair, mais l'Himalaya reste quand même devant les socialistes. C'est-à-dire que il faut que le PLFSS soit voté. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans lequel est cet amendement qui ancre la suspension de la réforme des retraites. Or, c'est un texte du gouvernement qui comprend un certain nombre de mesures pas acceptables pour le PS. Donc, il ne faudrait pas qu'il soit obligé d'adopter, pour avoir la suspension de la réforme des retraites, un tas de mesures qui ne leur plaisent pas. Sinon, ça leur serait reproché. Et c'est ça, ils ne veulent pas le faire. Donc, en fait, ils sont quand même, eux aussi, dans une seringue. On va passer à votre édito, parce que vous allez nous dire, vous avez plein d'informations, vous allez nous dire combien de temps Sébastien Lecornu peut encore tenir à Matignon. Oui, il a gagné du temps. J'ai une super boule de cristal, il a gagné vachement de temps. Bon, je ne sais pas encore combien. Le Premier ministre, en tout cas, vient de mettre effectivement un couvercle sur l'Assemblée en ébullition, mais la marmite, vous le dites, pourrait bien déborder quand même au bout, car c'est maintenant que les choses sérieuses commencent avec la fameuse séquence budgétaire. Et déjà là, la promesse faite aux socialistes de suspendre la réforme des retraites pourrait donc tourner court. Le gouvernement veut passer par la voie d'un amendement au budget de la sécurité sociale. Comment peut-il garantir, sans recours au 49.3, que cette suspension, au nid, à droite et au centre, restera bien dans le texte final? Est-ce que les socialistes vont être obligés de voter un texte qui leur déplaît uniquement pour faire passer cette suspension? Ou est-ce que le gouvernement va devoir faire concession sur concession à la gauche? Bref, qui va devoir manger son chapeau? Et du coup, est-ce que nous sommes juste en sursis? Est-ce qu'on risque d'avoir la censure au bout du chemin budgétaire? En tout cas, les socialistes ont averti ce matin, si on se fait balader, on enverra tout balader. Ce sont les mots de Boris Vallaud ce matin dans l'Humain. Des menaces, mais pour l'instant, on le disait, l'échec de la censure a été plus large que ce qu'on pouvait penser. Oui, et ça, c'est un facteur de stabilité. Alors, vous remarquerez la construction de cet édito très complexe. D'abord, thèse, ça va se casser la figure. Ensuite, antithèse, ça peut tenir quand même. Dans la séquence de grande incertitude que nous connaissons, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La preuve qu'en tout cas, dans le contexte actuel, ce n'est pas parce que vous faites une grosse concession à gauche, et la suspension des retraites, cette annonce en est une, que vous perdez les voix à droite. Ce ne sont plus des vases communicants. On pouvait pourtant penser hier, en regardant les sorties des cadres des partis, qu'il allait manquer plus de voix à droite ou au centre. Par exemple, Bruno Retailleau sur Facebook, qui fustige le discours du Premier ministre, qui parle, je le cite, de dérive, qui déclare que la droite ne peut pas accepter ce budget. Finalement, seule une députée LR a voté pour la censure. Du côté d'Horizon, la vice-présidente Christelle Morancet se disait favorable à la censure. Eh bien, pas une voix n'a manqué. C'est évidemment plus facile de renverser la table quand votre repas n'est pas dessus. Quand vous êtes parmi les convives, vous y réfléchissez à deux fois. Bon, beaucoup de députés ne souhaitent pas la dissolution, en clair. Et c'est pas seulement parce qu'ils ne veulent pas pointer à France Travail, même si, bien sûr, c'est une raison à ne pas négliger. Mais franchement, qu'a-t-on gagné avec la dernière dissolution? De la clarification? Sûrement pas. Une campagne de fond? Bien sûr que non. Un changement de politique, vous l'avez dit. Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, puis François Bayrou, puis Sébastien Lecornu, puis Sébastien Lecornu. Bref, en l'absence de majorité absolue, nous nous exposerions une nouvelle fois à ce qu'Emmanuel Macron interprète les urnes bien à sa façon. Le président de la République, qui est sans doute
l'un des gagnants de cette séquence, car si Sébastien Lecornu a gagné du temps, c'est au bénéfice d'Emmanuel Macron. Elle s'éloigne, les voix qui appellent à la présidentielle anticipée, à la démission, à la destitution. Un peu de temps de gagner. Allez, 2027, c'est seulement dans 1 an et demi. Seulement. Merci beaucoup, Tam. Bon, en fait, c'est la peur de la dissolution qui les tient tous actuellement, Bruno. C'est ça ? C'est clair que c'était l'un des enjeux, effectivement, de cette incroyable partie de poker à laquelle ils se sont livrés depuis des semaines maintenant. Chacun a fait monter cet enjeu alors que personne n'en sait rien. En fait, fondamentalement, on dispose de sondages d'opinion qui sont à un niveau national, qui ne sont pas des sondages dans les circonscriptions, qui ne sont pas sur les candidatures réelles dans les circonscriptions. Et chacun projette, à partir de sondages d'intention de vote nationaux, des stratégies. En fait, personne n'en sait rien. On sait ce que ça donnerait au premier tour. J'imagine que oui, certains députés parlent quand même à leurs administrés. Au premier tour, on ne sait pas bien, à partir de sondages d'intention de vote nationaux, ce qui se passerait au deuxième tour. Par contre, ça nous dit quelque chose d'important du premier tour, que le RN sans doute sera en tête du premier tour. Voilà. Mais on voit qu'effectivement, c'est cette peur de la dissolution. Alors, on ne peut pas penser que nos politiques ne seraient obsédés que par des calculs électoraux, qui ne seraient motivés que par ça, évidemment. Mais ça serait renvoyer une image extrêmement triste de la politique. On est plus positif que ça. Donc, on n'est pas naïf non plus. Voilà, on n'est pas naïf non plus. Donc, il y a peut-être des considérations plus stratégiques encore que le simple fait de se présenter aux élections. On voit que ça travaille à l'intérieur de la gauche, entre le PS qui a envie d'autonomie, d'émancipation par rapport à la France insoumise, et que cette donnée a joué un rôle capital, je pense, dans la séquence qu'on vient de vivre, même en dehors des calculs électoraux. Alors vous me dites que les sondages ne veulent rien dire, mais je veux quand même vous montrer et soumettre un sondage, ce dernier sondage de nos amis d'Elab. Alors il a été réalisé avant le vote d'aujourd'hui, et il montre qu'une majorité de Français étaient contre la censure du gouvernement. 56% des sondés ne souhaitaient pas qu'une motion de censure soit votée. Est-ce que vous dites, voilà, les députés sont en phase avec les Français. L'Assemblée nationale est aujourd'hui en phase avec les Français. Avec ma tante, je vois honnêtement, oui, non, ça me fait rire parce qu'à chaque fois qu'on demande, par exemple, à un étudiant, un oral en culture générale, c'est quoi une motion de censure, généralement, il n'y arrive pas. Donc, à l'expliquer. Donc, je veux dire qu'on ne sait pas, les Français ne savent pas. Non, ce que je veux dire, c'est que là, ils répondent à quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire globalement, on sait qu'il y a un risque d'instabilité s'il y a une motion de censure, de retourner aux urnes, c'est quelque chose comme ça qu'ils entendent. Je crois que ça ne dit pas grand-chose comme sondage. En revanche, pour aller dans le sens de Bruno, pour revenir sur l'effet d'une dissolution. Alors, je suis d'accord qu'on ne sait pas du tout ce que ça donnerait. On a quand même vu à la dernière dissolution que c'est un peu un miracle si le Front National, enfin si le Rassemblement National n'a pas eu la majorité absolue, que ça c'est lié au fait qu'il y a eu un accord in extremis à gauche, que je ne suis pas sûre qu'un an plus tard, cet accord pourrait être obtenu aussi facilement, parce que finalement, ça s'était révélé assez facile. Ça, franchement, j'y crois pas. Alors, ce qu'il faudrait pouvoir sonder, ce sont en revanche les gens qui ont envie d'aller voter. Parce que le problème, c'est que si vous votez et que le résultat des urnes n'est pas respecté dans la composition gouvernementale, même pas un tout petit peu, franchement, pour les électeurs qui sont les moins passionnés par la politique... au refus d'Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre... Au moins, il aurait fallu essayer. Je veux dire, ne pas essayer, c'est quand même dire clairement, vous pouvez toujours voter, en fait. Alors, on va reparler, bien évidemment, de la gauche, mais si Sébastien Lecornu a échappé à la censure, c'est que les socialistes, on le disait, n'ont pas mêlé leur voix à leurs camarades de gauche en échange d'une suspension de la réforme des retraites ou de la promesse de cette suspension. On va voir ça avec Clémentine Louise. On s'est demandé pendant quelques heures comment cette suspension allait se matérialiser très concrètement. Bonjour Clémentine. Bonjour. C'est pas forcément très clair, même pour les responsables politiques. Oui, jusqu'à hier, Matignon ne semblait pas avoir tranché pour l'une ou pour l'autre solution, jusqu'à ce que le Premier ministre clarifie la situation lors des questions au gouvernement hier après-midi. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Alors pourquoi le Premier ministre a écarté l'idée d'un projet de loi ? Eh bien, c'est avant tout une question de temps. Dans le calendrier parlementaire, il n'y a tout simplement pas la place pour étudier un nouveau projet de loi avant le mois de janvier.
En revanche, il y a cette possibilité de projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, qui est établi. Les discussions commenceraient en novembre, c'est ça? Oui, mais là aussi, les affaires se compliquent car la copie budgétaire présentée par le Premier ministre est complètement contre nature pour le Parti socialiste. Elle prévoit notamment le gel des prestations sociales et le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Or, Sébastien Lecornu a besoin des socialistes pour avancer. Alors eux comptent bien en profiter pour essayer de faire bouger d'autres lignes dans le budget. Écoutez Olivier Faure à l'Assemblée nationale ce matin. En acceptant d'entrer dans le débat, comme nous le faisons, nous allons au contraire permettre d'amender et de corriger très sensiblement une copie qui n'est évidemment pas la nôtre et qui n'aurait jamais été le projet de budget de financement à la fois de la Sécu et de l'État que nous aurions proposé si nous étions aujourd'hui au gouvernement. Modifier le projet de budget de la Sécu sans majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas très simple. Oui, surtout 149.3, puisque Sébastien Lecornu y a renoncé. Il faudrait que les parlementaires réussissent à se mettre d'accord sur un texte. Et depuis 1 an et demi, eh bien, c'est un peu mission impossible. Le budget pourrait donc terminer sa route en commission mixte paritaire. Une assemblée de 7 députés et de 7 sénateurs réunis pour essayer de trouver un compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Une commission mixte paritaire qui penche plutôt à droite et qui pourrait donc refroidir un peu les socialistes. Un budget de la Sécu qui s'annoncerait difficile à faire adopter. Et une question, Clémentine. Oui, est-ce que le Premier ministre ne regrette pas un peu d'avoir renoncé au 49.3 qui lui aurait permis de faire passer le budget? C'est ce que se demande Herman en signant ce dessin dans les pages du Monde. On y voit Sébastien Lecornu entouré de ses ministres et il se demande s'il ne peut pas renoncer au 49.3 à titre rétroactif. On va poser la question à nos invités. Merci beaucoup Clémentine, merci pour toutes ces précisions. Sandrine Cassini, je vous soumets cette question. Est-ce qu'il ne va pas regretter finalement Sébastien Lecornu d'avoir promis aux socialistes de renoncer à ce 49.3, cet article 49 alinéa 3? Je ne sonde pas les esprits, mais en l'occurrence, si je renverse la question au Parti socialiste, qui avait demandé le renoncement, qui avait proposé, qui avait promis le renoncement au 49.3 si jamais ils étaient à Matignon, dans les rangs socialistes, plein de gens avaient dit... Oui, est-ce que même François Hollande avait trouvé qu'il s'était un peu piégé lui-même? Parce qu'on renonce à des outils parlementaires qui permettent un certain nombre de choses, et notamment faire passer les textes, empêcher l'obstruction, que tout échappe en fait. C'est ça qui est très compliqué. Non, parce que concrètement, dans ce budget de la Sécu, il va y avoir des choses qui vont être acceptables pour les socialistes et des choses qui seront beaucoup moins acceptables. Est-ce que finalement, c'est la question un peu du jour, et je vous la soumets à nouveau, est-ce que les socialistes ne sont pas fait rouler dans la farine avec cette histoire de 49.3 et d'amendement au budget de la Sécu? Les Insoumis, ils se sont fait rouler dans la farine parce qu'il va exactement se passer... ce que vous êtes en train d'expliquer. Si on écoute les socialistes, ils disent c'est un pari, on va essayer de faire. Et en fait, en réalité, tout va dépendre des macronistes. Quelles concessions eux-mêmes sont-ils prêts à faire pour que ce budget soit voté dans des conditions acceptables et qu'ils évitent la dissolution? Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Eux non plus n'ont pas envie d'être dissous, en réalité. Ils ont perdu 200 députés la dernière fois. Là, ça pourrait être encore plus la Bérésina. Donc, ils sont un peu... Les destins sont liés. Mais évidemment, la ligne de crête, elle est... Si vous tombez, on tombe aussi, ou inversement? Tout le monde tombe. Oui, il y a 2 scénarios possibles. Il y a effectivement la possibilité de retrouver ce qui s'est passé l'année dernière sur la copie budgétaire, avec un texte finalement qui a été largement modifié par le Sénat, écrit par le Sénat, la majorité sénatoriale de droite. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que, par exemple, un Claude Maluret, hier, les indépendants Horizon disaient moi, finalement, sur cette promesse de suspension de réforme des retraites, je ne me fais pas tellement de soucis, parce que je pense qu'on va avoir le même scénario que l'année dernière, quelque chose qui fait donc peur à LFI, aux communistes, aux écologistes, qui disent vous voyez bien, les socialistes, vous vous êtes fait rouler dans la farine. Et les socialistes, ils disent mais attendez, nous, on a toujours la possibilité de censurer au bout, donc quand même, on ne va pas se faire balader jusqu'à la fin. Et puis certains qui nous disaient, vous savez, quand même, nous, on attend, donc c'est ça, effectivement, ils attendent que les centristes, que les rangs macronistes votent de leur côté, parce qu'il y a cet engagement du Premier ministre. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu fragile à l'instant T. Cet engagement de ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3, on n'a pas vu ça depuis quelque temps dans l'hémicycle. Comment ça va se concrétiser, Bruno? C'est ça un peu le nœud du problème. Au fond, le Premier ministre, il avait un certain nombre de faiblesses. Il a dit lui-même qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République. D'une certaine manière,
sur cette idée de ne pas utiliser le 49.3, on se disait, mais de toute façon, il n'aurait pas vraiment eu les moyens de l'utiliser, le 49.3. Pourquoi ? Parce s'il l'avait dégainé, évidemment, ça voulait dire qu'on était arrivé à une impossibilité de trouver un accord. Il se serait fait censurer. De toute façon. Donc moi, depuis le début, je trouve qu'il y a autour de cette idée renoncer au 49.3 une sorte de tour de passe-passe et de jeu d'illusion que de toute façon, il n'avait pas les moyens de s'en servir du 49.3. Et je me demande si, au fond, le Premier ministre n'est pas arrivé à réaliser une incroyable pirouette, c'est-à-dire de transformer sa faiblesse en, peut-être pas en force, n'exagérons pas, mais en tout cas de transformer sa faiblesse en quelque chose de plus positif pour lui. Il se désarme, pas de 49.3. Il dit aux parlementaires, ben voyez, moi je suis un grand démocrate, vous vouliez discuter, délibérer, allez-y, délibérez entre vous, discutez. Et d'une certaine manière, il les met au défi de trouver un accord. Mais il a d'autres armes aussi. Il a d'autres armes. Donc c'est pour ça que je suis un peu circonspect. Pour vous, c'est pas une vraie concession, c'est pas une grande concession qu'il a accordée aux socialistes. C'est un espèce de totem, le 49.3, parce que ça fait des années maintenant qu'il y a cette critique du 49.3. Donc bon. Est-ce que vos étudiants connaissent le 49.3 ? Oh là, n'exagérons rien. Non, mais les Français savent un petit peu maintenant ce que c'est. Oui, ils savent que ça veut dire qu'à un moment donné, on arrête le débat et qu'on vote, on passe en force. Voilà, c'est à peu près ce qu'ils ont compris. C'est un symbole après la réforme des retraites, quand même. Voilà. Le 49.3, ça a été... on a eu l'impression que tout le monde s'était transformé en constitutionnaliste un peu dans la rue. Il y a les entraîneurs de foot, les constitutionnalistes. Voilà. Non, je pense qu'il s'est il s'est sans doute un peu désarmé, mais en même temps, ça oblige à ce qu'il y ait un débat parlementaire, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps finalement. Et c'est pas si mal qu'il y ait un petit peu de parlementarisme. J'ai vu passer des idées comme on pourrait limiter le nombre d'amendements, on pourrait profiter de cette période pour faire passer la proportionnelle. Enfin, il y a toute une série de choses qui pourraient se faire, qui permettraient de redonner un peu d'air démocratique, parce que là, encore une fois, on a l'impression d'une chose un peu étouffante, et d'où le fait qu'on discute de cette chose, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait, d'enlever le 49.3. Je pense que c'est vraiment pas le pire des problèmes qu'on ait, très honnêtement. Quand on regarde ce qu'il y en a dans le budget de la sécurité sociale, il y a des choses bien... Alors on en parlera dans les prochaines semaines. Je vais juste vous montrer le détail du vote. Le vote sur la motion de censure des Insoumis. Elle a été votée par 123 députés RN sur 123. L'ensemble du groupe Insoumis, évidemment, a voté pour. 33 écologistes sur 38, 15 communistes sur 17, mais aussi 7 députés socialistes sur 69. Sandrine Cassini, c'est le retour des frondeurs du côté socialiste. Comment vous expliquez ça ? Il y en avait eu en janvier, en février, je crois, pour Bayrou. Finalement, il y en a 7, il n'y en a pas 8. C'est quand même assez contenu, finalement. C'est pas vraiment... j'ai l'impression que quand même, ça n'a pas pris. Il y a eu pourtant beaucoup d'appels. Il y a eu une pression de la base très importante, notamment des jeunes socialistes, puis dans toutes les fédérations. Les militants étaient vraiment très remontés. Et ça n'a pas tellement fait bouger les députés. Pour l'instant, ils tiennent. Après, jusqu'à quand ? On ne sait pas, en réalité. Ce que vous dites, c'est que le Parti socialiste, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, est en phase aujourd'hui avec ses électeurs, contrairement à ce que disent, par exemple, les Insoumis, qui disent, vous êtes mis dans la main des macronistes, la responsabilité vous incombe, etc., etc. En fait, je pense que c'est très compliqué, parce qu'en fait, les électeurs, moi je ne suis pas une spécialiste des électeurs, mais des remontées de terrain qu'ont les députés, en fait, les électeurs, ils veulent, d'abord, ils sont très composites au PS, et en plus, ils veulent un peu tout et leur contraire, ils veulent que Macron s'en aille, mais en même temps la stabilité. Oui. Et souvent, une seule personne veut la même chose, injonction contradictoire. Je déjeunais avec un député aujourd'hui qui m'a dit, mais moi, dans ma circonscription, ils veulent les deux. Et ils m'ont dit, j'ai reçu 300 SMS à la fin de la journée, ils m'ont dit, fais ce que tu veux, on ne sait pas, on n'a pas d'idée, parce que la situation, elle est quand même assez inédite, assez compliquée, elle n'est pas binaire, contrairement au débat de ce matin, quand on a écouté le RN et LFI. On avait l'impression que tout était très simple. Avec Matonci. Et après Bruno. Sur les députés PS qui n'ont pas voté, qui ont voté la censure, en fait, il n'y en a que 4 qui sont encartés. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a une bonne majorité qui vient des dom-tom.
Ce qui ne m'étonne pas quand on regarde comment, en gros, les territoires d'outre-mer sont traités par les gouvernements successifs. Mais j'ai aussi regardé, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, une prise de bec entre une des députées de la Martinique et un député de LFI. Elle avait pourtant voté la censure LFI et elle s'est fait littéralement insulter par un des députés socialistes, la ramenant au fait qu'elle était un soumis, pardon, au fait qu'elle était je crois qu'elle a un cerbère, enfin que les cerbères du Parti socialiste l'avaient obligée à voter. Donc je pense que ça en dit aussi très long sur d'abord la colère de LFI. Je ne sais pas comment ils ont pu imaginer que ça pouvait marcher, très honnêtement. On a une question justement à ce sujet, au sujet de LFI, de Floriane, qui nous dit que Mathilde Panot veut redéposer une motion de destitution contre Emmanuel Macron, mais pour le président cette fois-ci, c'est une boucle sans fin. Les députés ont voté, il faut peut-être respecter le vote et avancer, non, point d'interrogation. Cette question, je vous la soumets. Attendez, excusez-moi, j'ai pas compris la question. On parle de cette motion de destitution vis-à-vis du président, et Floriane se dit, bon ben voilà, maintenant les députés ont voté, est-ce qu'on peut pas passer à autre chose? Ah bah non. Clairement pas, en fait, puisque la stratégie est de précipiter une présidentielle anticipée. Donc, la stratégie insoumise, elle est constante. Enfin, ils ont au moins cette cohérence et ce mérite de la cohérence. C'est que depuis 1 an et demi, ils veulent participer à la bataille culturelle pour amener le président de la République à démissionner. À ce stade, la destitution, ça ne passe pas. En revanche, il est vrai que le débat sur la démission du président de la République, il a avancé en fait. Il a avancé énormément en 1 an et demi, puisqu'il a gagné les rangs de la droite. Il a gagné Édouard Philippe, Copé ce matin, qu'on entendait à la radio, présenter la démission du président comme une évidence. Même Le Point a fait une une là-dessus. Donc le débat, la bataille culturelle a avancé. L'Express, Libé, on a plusieurs journaux ont fait leur une là-dessus. Je voulais vous faire écouter Alexis Corbière qui pointe du doigt la position des socialistes et puis on reparlera d'une éventuelle union de la gauche. Ensuite, écoutez-le. Il faut l'union de l'ensemble de notre camp. Je parle comme militant du nouveau Front populaire, de la gauche et des écologistes. Et si ce désaccord stratégique de fond, que je ne veux pas minimiser, que j'ai eu avec les socialistes, a pour conséquence que nous sommes fracturés, ce serait une double victoire du camp de Macron. Donc désaccord aujourd'hui avec mes amis du Parti socialiste. Je pense qu'il fallait voter la censure. Désormais, débat budgétaire, il va falloir se battre pour remporter des victoires. Mais quoi qu'il arrive dans les échéances qui auront lieu, en particulier les échéances sociales, mais aussi électorales, je crois que nous devons maintenir un front social uni pour une autre politique et en finir avec le macronisme, ce qui arrivera bien vite. Bruno, ce vote aujourd'hui des socialistes, est-ce qu'il acte la rupture définitive, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais la définitive de l'union de la gauche, en tout cas de cette union entre les socialistes et le reste de la gauche? J'ai plusieurs remarques. D'abord, avant de répondre tout de suite à votre question, j'avais un rebond sur la discussion qu'on avait en cours. Notre vie politique aime beaucoup citer les exemples européens. On dit « Ah, mais les Allemands, ils y arrivent à faire des coalitions, mais nous, on n'y arrive pas ». Il y a un truc que les Allemands font et que nous, on ne fait pas du tout. On pourrait le faire. Lorsque le SPD a fait grande coalition, il a soumis à ses militants l'idée. Où est-ce que nos partis politiques se retournent? Alors, les Républicains sont retournés vers leurs adhérents en posant la question de la participation au gouvernement, mais pas de la censure. Mais là, c'est vrai qu'on a un petit souci. Il ne faut pas non plus s'étonner. Peut-être que les gens ont du mal à adhérer aux partis politiques lorsque ces formations politiques face à de grandes échéances, à de gros sujets comme là, c'est un gros sujet là qu'ils ont, mais ils ne se retournent pas vers leurs militants. Pour leur demander leur avis. Alors le SPD le fait, lui, à chaque fois. Donc il faudrait que la base militante, elle est minuscule en France. Elle est 25 000, mais c'est une question de principe. Ah oui, une question de principe. Mais elle est minuscule et elle peut être en décalage avec l'opinion. Mais c'est une question de principe. Tu payes une cotisation pour être membre d'un parti politique. Mais il y a un mépris des sympathisants, des militants aujourd'hui. C'est une question de principe sur le fonctionnement des partis politiques, parce qu'on cite souvent l'exemple allemand. Sur la question plus directement, l'union de la gauche. L'union de la gauche. Stop ou encore? C'est une longue série, c'est une très longue série, au fond, avec beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons. Ça se dispute, ça se réconcilie, ça se redispute, ça se réconcilie. Je pense qu'au niveau de l'électorat de la gauche, il y a quand même une grande aspiration à de l'unité.
Voilà, avec l'électorat, pas du côté des chefs, mais de l'électorat. Il faut se rappeler quand même l'épisode de la primaire populaire en 2022 avec Christiane Taubira, ça disait quelque chose. Ça dit quelque chose. L'électorat de la gauche veut de l'unité. Il sait que cette unité, elle est fondamentale aux formations politiques de la gauche. Par contre, là, c'est vrai qu'il se passe quelque chose de très important. C'est pas comme les désaccords à l'époque de l'Union de la gauche où ils présentaient déjà de toute façon des candidats séparés au premier tour et ils se réunissaient au deuxième tour. La NUPES et le Nouveau Front Populaire, l'originalité, ça a été la candidature unique dans les circonscriptions. Et ça change absolument tout. Et ça veut dire que pour restituer ça, le reconstituer, là, par contre, ça semble un peu enterré pour un bon petit moment. On va avancer parce qu'il faut qu'on parle aussi de cette haute motion de censure qui était présentée et défendue par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Ce matin, on va l'écouter. Ce budget, donc, est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français, et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts. Il y a d'abord la poursuite du matraquage fiscal, 19 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 pour le seul impôt sur le revenu, par le pas du gel du barème qui, il y a moins d'un an, vous faisait pousser d'ailleurs des cris d'orfraie. Vous allez faire entrer 200 000 foyers de la classe moyenne dans l'impôt sur le revenu. Seulement 144 voix récoltées par le Rassemblement national pour sa motion de censure. Et on a une question de Thibault qui nous dit: comment se fait-il que la motion de censure de LFI a recueilli plus de voix que celle du RN, Madame la professeure? Expliquez-nous. Tout simplement parce que LFI n'a pas voulu mêler ses voix à celle du RN. Bon, de toute façon, en plus, comme la première qui a été votée, c'était celle de LFI, c'était évident que c'était plié. Donc, pas la peine de se compromettre ensuite à voter une motion du RN. Ça me paraît une bonne tactique de faire comme ça. Je pense que les choses auraient été différentes, évidemment, si la marge avait été très très faible, peut-être on aurait vu un tout autre score. Et j'en doute un petit peu quand même. Qu'est-ce que cette prise de parole de Marine Le Pen, qui était très offensive, nous dit de... Non, vous n'avez pas l'air d'accord. Moi, j'ai trouvé ça très offensif. Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie à venir du RN lors de ce marathon budgétaire qui commence dès la semaine prochaine, Bruno Cotresse? Ils renouent avec, de toute façon, un discours classique du Rassemblement national. Ils dénoncent l'UMPS. Ils sont très aussi sur l'idée qu'eux sont les représentants du peuple, que les élites complotent contre le peuple, la volonté du peuple, que l'exécutif a peur du peuple. Voilà, ils ont été au cours des derniers jours, ils ont été très présents sur cette thématique, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, tous les deux ont été quand même très, très présents sur ce thème, qu'ils savent pour eux que s'ils ont retourné aux urnes, ils auraient une victoire qui leur serait annoncée, qui leur serait garantie. Et donc, ils sont revenus, je dirais, sur un discours très, très, très classique. La stratégie de la cravate, comme on dit, de respectabilité est terminée, c'est ça? Non, sans doute pas. Non, ils ont engrangé des gains très importants. Il suffit de voir les résultats électoraux qui sont assez spectaculaires, assez impressionnants. Il faut quand même rappeler qu'en 2024, aux 2 tours des législatives, le RN gagne en voix. Les 2 tours, le nombre de députés qu'il récupère en sortie des législatives de 2024, même si ce n'est pas à hauteur de ce qu'ils espéraient. Et la progression en nombre de députés de 2017 à 2024 est quand même très impressionnante. Je vais vous montrer ce tweet d'Éric Ciotti, ce message posté sur X, maintenant on peut dire comme ça, qui se moque de ses collègues LR. Le courage aux abonnés absents sur les bancs LR pour voter la censure. Il boit du petit lait en ce moment, Éric Ciotti. C'est un peu, un peu le vent, peut-être pas le vent, mais en tout cas, ça lui donne un peu raison sur cette idée d'union des droites. Il y a plusieurs sondages qui aussi ont été publiés aujourd'hui. Alors, Bruno dit qu'il ne faut pas s'y fier, mais... Sur les projections au siège. Sur les projections au siège, mais sur cette idée d'union des droites, Éric Ciotti, aujourd'hui, boit un petit peu du petit lait. Il y a une chose qui est très, très visible, c'est qu'effectivement, le vieux front républicain n'existe plus et qu'une bonne partie de la droite est tout à fait prête pour garder ses sièges à s'allier avec le RN. Ça me paraît une évidence. Si j'étais sceptique tout à l'heure sur Marine Le Pen, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours un décalage entre ce discours qui affiche apparemment des valeurs favorables aux classes populaires, aux classes moyennes, etc., et la réalité des votes à l'Assemblée qui est extrêmement différente.
Sandrine Cassini. Oui, ce qui va être intéressant, c'est l'absence de 49.3 va permettre vraiment d'écouter et d'entendre la ligne du RN. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, mis à part l'immigration, les vrais sujets sont mis sous... On sait très bien qu'il y a deux lignes au RN, qu'il y a une ligne libérale et qu'il y a une ligne plus... de gauche, entre guillemets, sur les questions économiques, versus Jordan Bardella. Mais ça marche plus dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, il y a des députés PS qui comptent là-dessus pour dévoiler un petit peu cette espèce de duplicité ou en tout cas de contradiction qui règne au sein du RN. Dans le détail, entre parenthèses, la motion de censure des Insoumis a été votée par un député LR sur les 500 élus que compte le groupe. Oui, je disais, sur la taxe Zuckman, c'est très très clair. On a vu le Rassemblement national qui s'est au départ abstenu, mais quand vous demandez à Jean-Philippe Tanguy qui menait un petit peu le RN là-dessus à l'Assemblée nationale, il devait expliquer, évangéliser en disant « Écoutez, on va juste s'abstenir parce qu'on ne veut pas dire qu'on est contre un impôt vis-à-vis des plus riches, mais sincèrement, chez le reste du Rassemblement national, personne ne comprenait pourquoi ils pouvaient se contenter de l'abstention, ils voulaient tous voter contre. Donc effectivement, par exemple, sur la taxation des plus riches, ça peut être un débat très intéressant à avoir lors du débat budgétaire. Et on l'aura très certainement. Je voulais vous montrer aussi ce communiqué de Bruno Retailleau, publié mardi. Alors on parlait de la gauche, mais Bruno Retailleau, lui, il dit que la gauche n'est pas au gouvernement, mais elle le dirige. La suspension de la réforme des retraites et le silence du Premier ministre sur l'immigration prouvent que ce gouvernement est l'otage des socialistes. Voilà ce que dit Bruno Retailleau. Sébastien Lecornu, il est en train de défaire exploser complètement la droite aujourd'hui. Je crois que je ne sais pas s'il fait exploser la droite. En tout cas, on peut dire que Retailleau est l'otage du RN ou le héros du RN. On verra bien comment ça tourne. Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre qu'il fasse exploser la droite. Je pense que... on voit très bien comment... ça représente quelque chose. Enfin, c'est... Plutôt, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Ces gens qui ne pèsent quasiment rien. C'est-à-dire, si on regarde Retailleau, Bellamy, c'est vraiment des gens qui ne pèsent quasiment rien dans les urnes. Et pourtant, ils arrivent à imprimer une espèce de marque, une espèce de marche à l'union des droites qui prouve qu'ils pèsent... Bruno Retailleau a quand même gagné dans les urnes, il pèse ici au Sénat, donc il y a quand même, en tout cas dans l'électorat LR, ça pèse. Il représente... Oui, vous voulez dire à l'échelle nationale. Vous dire à l'échelle nationale. Oui, mais c'est je peux dire pareil des socialistes, qui sont à 1,8. Non, oui, on peut dire que pareil des socialistes. C'était pas vrai aux européennes, si vous regardez le score des européennes. La liste Glucksmann, qui était la liste PS, etc., elle était très devant la liste Bellamy. Donc non, on ne peut pas dire ça. Non, mais vous voulez réagir? Oui, en fait, paradoxalement, on a l'impression aujourd'hui, c'était un peu un sentiment partagé aussi chez certains socialistes, c'est que finalement, ils n'ont pas eu Matignon. Mais comme ils sont plus puissants, enfin ils ont un levier qui est beaucoup plus fort aujourd'hui que s'ils avaient été à Matignon. À Matignon, ils auraient eu le risque de devoir eux-mêmes, dans une situation inverse, faire d'énormes concessions à la droite pour faire passer un budget, parce qu'ils auraient renoncé au 49.3. Ils se seraient retrouvés dans la même situation que Lecornu, en fait. Donc, devoir donner des gages aux LR, aux macronistes, pour faire passer des choses qui leur étaient moins naturelles. Bruno Cotresse, même question qu'à Frédéric Matonti. Est-ce que Lecornu est en train de faire exploser la droite? Vous n'avez pas l'air très d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? C'est sûr que la prise de position de Bruno Retailleau, un peu à contre-courant de ce qu'on imaginait. On imaginait qu'il allait sortir à un moment donné du gouvernement quand il aurait décidé d'un moment optimum pour afficher son ambition présidentielle. Et on voyait qu'il était le grand bénéficiaire de la séquence des derniers mois. Depuis la dissolution, pratiquement personne ne le connaissait vraiment dans l'opinion publique. Il fallait vraiment suivre la vie politique pour avoir repéré Bruno Retailleau. Vous regardez Public Sénat. Voilà, je n'en doute pas, parce que c'était un sénateur très actif. Donc, mais il était le grand gagnant, on va dire, du point de vue de la notoriété. Il avait fait une percée fulgurante. Il était arrivé maintenant 4e personnalité politique préférée des Françaises et des Français, des intentions de vote qui commençaient un peu à frémisser au niveau des mesures d'intention de vote. Donc on peut s'interroger sur cette stratégie. Est-ce qu'il a voulu, au fond, est-ce qu'il a pensé que réaffirmer une identité autour de la question de la réforme des retraites, de réaffirmer une identité LR forte, parce qu'ils savent bien qu'au moment de la présidentielle, ils vont devoir se réapproprier l'identité économique de la droite, c'est-à-dire moins d'impôts, moins de taxes, moins de fonctionnaires, couper dans les dépenses publiques. Et est-ce qu'il a voulu cranter sur la question de la réforme des retraites en disant ça, la droite, elle ne peut pas
Elle ne peut pas. Et c'est vraiment ce qu'il a d'ailleurs redit ces dernières heures en disant « Député LR, vous ne pouvez pas soutenir ça ». C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre. On se revoit à la prochaine motion, c'est ça, j'imagine. Gardez votre téléphone près de vous. On aura sûrement besoin de vos analyses dans les prochaines semaines. Merci encore à tous les trois, à tous les quatre. Merci Tam. On passe